Box Pelletier, votre box vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule de mon vlog Sylvain Infobox Pelletier. C'est présenté sur YouTube en premier lieu, donc profitez-en pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans quelques jours, je le publierai aussi sur Facebook. Donc, je reviens sur le gala d'hier présenté par Eyes of the Tiger qui était au Casino de Montréal où on avait 10 combats. Mais avant de vous parler du gala au Casino hier, il y avait un gala aussi de boxe olympique qui était présenté dans l'Outaouais, conjointement entre le club BG Buckingham et aussi la Petite Nation. C'est présenté conjointement entre les deux, ils appellent ça le club L'Union. C'était des galas assez débiles, la boxe olympique. Il y avait 150 personnes hier là-bas. C'était plein, c'était la capacité maximum de la salle. Il y a un jeune boxeur au nom d'Alexandre Bigra-Gaumont. C'est le fils de Jude Bigra et de Marcelin Gaumont. Attention, là, je vous le dis, là, vous allez le voir aller, ce petit jeune-là, là, c'est Monsieur KO, où il est en train de se créer cette réputation-là. Il est rendu à son 8e KO à sa fiche qui est sur la FQBO en 12 combats. Il y en a eu 7 de suite. Ensuite de ça, il a fait une décision. Il a vaincu un boxeur par décision unanime. Et là, hier, il a remis ça face à Simon Ouimet en 1 minute. Il a réussi son 8e KO. Donc, je vous répète son nom. Alexandre Bigra-Gaumont, c'est un 69 kg, on devrait le voir bientôt aux Gants Dorés. En passant les Gants Dorés, je vais avoir une capsule probablement la semaine prochaine complète là-dessus, sinon c'est la semaine avant. Je vais faire un spécial juste boxe olympique. Donc revenons sur le gala d'hier présenté au Casino de Montréal par Eyes of the Tiger. C'est une carte de 10 combats, je vais y aller rapidement sur certains combats puis on va s'approfondir sur d'autres. Donc, Avetissian, le russe de 200 livres, faisait sa rentrée québécoise hier. Il a réussi à faire son 7e KO. C'est un jeune boxeur de 23 ans. Il a gagné au 2e round hier. On va sûrement en reparler de ce boxeur-là. C'est un gros boxeur. Il est déjà rendu à 11 victoires. Aucune défaite, aucune nulle. Donc, retenez ce nom-là, Avetissian. Ensuite de ça, au 2e combat, on avait Kim Clavel. Kim rencontrait la Mexicaine Cynthia Martinez, qui est c'est une petite tough Martinez. Elle était sur une série de victoires avant d'arriver ici. Par contre, Kim, excuse-moi Kim, mais donc Kim, qui faisait elle aussi son premier combat à Montréal en 4 combats, a mérité la décision unanime. Elle a tout gagné les rounds. Donc, on évolue avec Kim et on voit que ça va bien de son côté. Hier, elle mentionnait sur les ondes de Punching Grace, comme quoi que, avec Ariane qui lui posait la question, Kim prend de l'assurance et surtout au niveau défensif, au niveau professionnel. Donc, c'est bien, c'est de bon augure pour Kim. On a en masse du temps pour parler de notre jeune boxeuse qui a fait ses débuts professionnels dernièrement. 3e combat, on avait Ablai. Ablai, on le connaît ici, ça fait déjà longtemps. Il est ici depuis 2 ans et demi. C'est un boxeur de 27 ans, 135 livres. Il a remporté une victoire par KO hier. C'est un jeune homme réservé, super sympathique. Donc, le protégé de Dan Reva, on va continuer à le revoir là, vraiment dans les prochains combats. L'évolution qu'il va nous donner. On devrait être appelé à faire des combats un peu plus importants bientôt avec Ablai. Ensuite de ça, François Bernard Pratt, qui est de Trois-Rivières, du club de boxe Performance. À 28 ans, faisait son 8e combat. Il faisait aussi sa rentrée montréalaise hier. Donc, on avait beaucoup de premières au niveau des combats à Montréal. C'est un ancien champion canadien ici. Il avait un 6 rounds. Il a gagné par décision unanime face à Oscar Mata. Il n'y a pas de KO encore en 8 victoires, OK? Donc,
j'imagine qu'on doit travailler ça en gymnase. J'ai hâte de voir François arriver avec quelques bons coups de puissance qui vont arrêter les combats. Là, on va être appelé à faire du 8-10, du 8 à 10 rounds bientôt. Je pense que on est dû pour voir des KO, des coups plus puissants qui vont mettre fin à net fret sec au combat. Donc, on attend ça de François bientôt. Ensuite de ça, il y avait à la carte le 5e combat, Akhmedov. C'est un autre Kazakh qui était rendu à son 4e combat cette année. Lui, il a gagné par TKO hier au premier round. C'est son 5e combat, je pense, depuis ses débuts en avril. Son 4e ou son 5e combat. Akhmedov, il a été champion mondial junior en 2016 à 152 livres. C'est quelqu'un que vous allez aimer. C'est un gars tout en puissance, le Kazakh. Un autre protégé d'Anna-Reva. Lui, il va être sur la prochaine carte d'Eyes of the Tiger qui va être présentée à Rimouski le 24 novembre prochain. Ils vont peut-être en avoir une autre avant, mais c'est confirmé. Il va être sur la carte à Rimouski. Il y a Batir aussi qui est déjà prévu pour faire cette carte-là. Donc, les gens du bas du fleuve, vous avez une occasion en or pour aller voir nos boxeurs professionnels là-bas. Vous allez apprécier le spectacle. J'en suis convaincu. Donc, au 6e combat, on avait Ghislain Madouma. Bon. Ghislain effectue un retour après un an qui avait pris un break depuis son combat qu'il avait perdu contre Sismundo en décision unanime. Il faisait face hier à Luque. Ils ont fait un 8 rounds, décision unanime. Il a dominé tous les rounds à 146 livres. OK? Ghislain boxait à 140 avant. Okay? Quand il a fait face à Sismundo, je crois même qu'on était un petit peu en bas de ce poids-là pour ce combat-là. Les décisions, il y avait eu des rounds. Ghislain avait gagné ses propres rounds. C'était une guerre, si vous vous en souvenez bien. En 3 défaites, là, sa seule défaite par KO remonte à 2014. Il avait perdu contre Kevin Mitchell, okay, que lui il est devenu champion du monde par la suite. Lors de ce combat-là contre Mitchell, qui était pour l'aspirant numéro 1 à l'IBF, Mitchell s'était présenté à la pesée du samedi. On a la pesée du vendredi. 24 heures plus tard, la IBF demande une pesée du samedi. Mitchell est arrivé 2 livres en trop. Quand le KO est arrivé, si je me souviens bien, c'était une puissante gauche qui avait surpris Ghislain, qui commençait à être un peu à bout de souffle. Ghislain menait sur les 3 cartes des juges. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça, moi? Je vous ai parlé que Luque, c'était un combat baromètre. Il s'était battu avec Michael Zouski à Toronto. Zouski aussi avait remporté, lui, c'était un 10 rounds. Il avait remporté tous les rounds sur les cartes des juges. Zouski, c'est un naturel 153 livres. Quand il s'était battu contre Luque, il était à 145. Est-ce que c'est possible, peut-être, d'avoir un combat entre Ghislain Madouma et Michael Zouski? C'est un vœu que j'aimerais, moi. Des combats locaux, vous le savez, j'aime bien ça. On a une problématique. Zouski est attaché à Jim. Zouski a un prochain combat le 1er décembre. Il fait face à un boxeur qui vient d'avoir 6 défaites consécutives. Est-ce que c'est possible d'organiser un combat entre Madouma et Zouski? Moi, je crois que les chances sont à peu près 1 sur 10. Ghislain, il revient. Il est en feu cette année. Il n'a pas perdu un round en 2018 depuis son retour. Il va sûrement revenir sur une carte rapidement. Eyes of the Tiger ont sûrement des plans pour lui pour le remonter au sommet. Il y a des chances. Si on peut croire que contre Mitchell, il naît avant de se faire knocker, puis de se faire surprendre, ça c'est en 2014, et qu'ensuite de ça, il a toujours fait des bonnes performances au poids de 146 livres, 145 livres.
je crois que Ghislain est en position pour se replacer rapidement au sommet. N'oubliez pas, Mitchell est devenu champion du monde le combat d'après. C'est un combat, vu qu'il avait été exclu de l'IBF pour le combat éliminatoire de l'aspirant numéro 1. Ils lui ont donné une chance au titre à la WBC qui n'a pas raté, qui a remporté son combat. Donc, Ghislain fait partie de l'élite. Il a pris un break, il revient. Moi, je crois en lui. Mais un combat contre Zouski, ça, je suis moins sûr. Par contre, sur les réseaux sociaux, hier, j'ai vu les gens aimeraient bien ça, moi aussi. Mais je serais très surpris de voir ce combat-là. 7e combat de la soirée, Arthur Ziadinov. OK? Moi, Ziadinov, je l'avais placé comme un combat aussi baromètre. Rivas, le numéro 1 du Mexique. Je vous en avais parlé dans la capsule suivante. Quand tu bats le numéro 1 mexicain en excluant les États-Unis, ça veut dire que tu viens de te classer en Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, là, tout le côté américain. Donc, Arthur, hier, un autre boxeur de 200 livres, lui, il est russe. Il a seulement 22 ans. C'était sa 7e victoire hier, dont 6 par KO. Au 3e round, il a expédié Rivas. Le coin a arrêté ça. Lui-ci, je vous répète son nom. Ziadinov. OK? Retenez ça. Là, hier, c'était son premier round. On va commencer à avoir des très bonnes oppositions. On va aller où avec lui quand on vient de clencher le numéro 1 du Mexique? Peut-être des Américains. On va peut-être aller voir aussi du côté de la Russie, peut-être du côté kazakh, l'autre côté en Europe, des 200 livres, il y en mouille là-bas. Donc, attendez-vous à le revoir là, dans des combats auxquels il va avoir encore une coche au-dessus de ce qu'on a vu hier. Parce que là, il est tout en train d'annexer. Le 8e combat de la soirée, je vais le sauter, lui. OK, c'est Mathieu Germain. Je vais revenir à Alexander Makhmoudov, qui était le 9e. Makhmoudov, si on regarde la fiche BoxRec, là, eux autres, ils mettent des étoiles sur la qualité des combats qui s'en viennent. OK? Dans la fiche BoxRec d'hier, celui qui avait l'étoile la plus faible en tant que combat, c'était Arslander. OK? En Makhmoudov. Makhmoudov. 6 pieds 6. Il fait pas loin de 260 livres. C'est un monstre. OK? Ils l'ont mis en demi-finale hier. J'ai Alexandre Lévesque hier qui me disait pourquoi ils l'ont mis en demi-finale. Puis Alexandre a emmené une bonne théorie. Simon Keane, ayant perdu son dernier combat et subi une commotion cérébrale, on va lui donner du temps. Les poids super lourds, c'est toujours très très apprécié dans un spectacle pour le public. C'est la division maître en boxe professionnelle. Donc, Alexandre il me disait, si on met Makhmoudov en demi-finale, c'est parce qu'il voulait le montrer. Il voulait qu'il y ait plus de monde dans la salle pour le voir exécuter son adversaire Zaraté. Et je trouvais que ça avait bien de l'allure. Si nous l'ont mis en demi-finale de même, c'est pas pour rien. Il voulait le montrer et on l'a vu. On l'a vu à 260 livres, 6 pieds 6, rapide et précis. Puis il se déplace. Souvent par en avant parce que ses adversaires reculent, mais on voit qu'il y a une mobilité. Il est doublé d'un boxeur avec ça. Donc, hier, il a battu un gars, Zaraté. Lui, il a fait face, déjà dans sa carrière, c'est un boxeur qui a plus de 40 combats, là, 44 combats. Il avait déjà fait face à Shannon Briggs et Yuji Fury. Briggs il est venu champion du monde après. Fury a eu sa chance de championnat du monde. Donc, Zaraté est un boxeur que tu pouvais dire que tu pouvais te comparer. Encore, mes comparaisons, vous allez voir, j'aime bien ça dans tous mes capsules. Je devrais en parler, j'adore les combats baromètres. Et Makhmoudov a battu solidement ce boxeur-là hier, tout comme Shannon Briggs l'a fait et tout comme Yuji Fury a fait. Bon, revenons à la demi-finale, ce que moi j'appelle la vraie demi-finale. Mathieu Germain visite Jimenez. Mathieu aurait pu faire une finale avec ça. OK? Ça a été une victoire partagée. OK?
Le juge Stewart américain a donné à Jimenez le combat 96-94 pour Jimenez. Bon, je sais pas, il était assis pourtant aux abords du ring, là, mais on est très loin des scores des deux autres juges dont le juge Basil, un autre américain aussi, donnait Mathieu 9 rounds sur 10. Et aussi Sylvain Leblanc ici du Québec donnait 8 rounds sur 10 à Mathieu. Donc, j'imagine que Stewart apprécie les échanges au corps à corps, était probablement placé, voyait le combat de ce sens-là et donnait un peu Stewart gagnant. Probablement que c'est le seul dans tout l'espace là-bas, puis probablement ceux qui ont regardé la télévision aussi, c'est probablement le seul qui donnait le combat à Jimenez. Entre Mathieu, selon ce que j'ai lu et vu aussi, dans les résumés d'Andréane Lambert de Photozone, qui fait des excellents résumés, elle donnait aucune chance à Jimenez. Tout ce qu'elle rapporte round par round, Mathieu domine. Les rounds, donc, Mathieu, on a passé une nouvelle étape. Ça me rappelle un peu Ulysse Claggett, auquel les gens dans la salle mettaient Ulysse gagnant. Par contre, on avait deux juges qui mettaient Claggett gagnant, et c'est les juges qui comptent et non les gens dans la foule. Est-ce qu'un combat Mathieu Germain, Steve Claggett est possible? On a du stock dans cette division-là chez les 140 livres. Moi, j'aimerais bien ça, voir ça. J'aimerais que Eyes of the Tiger nous organise un gala, une revanche Cook, tu sais, genre Québec et le Rock, le reste du Canada. J'aimerais voir Germain contre Claggett. On a déjà vu Germain contre O'Connell. Mathieu a passé au travers. Donc, on voit l'évolution. Ou on change de style pour faire des boxeurs. Parce que là, depuis le début, je remarque que les styles de boxeurs sont pas mal tous semblables. C'est des forward boxers. C'est des boxeurs qui avancent par en avant pour faire face à Mathieu. Mathieu, il se débrouille très bien, vu sa mobilité. Il se débrouille très bien avec ce type de boxeur-là. Maintenant, j'aimerais ça le revoir face à un autre genre de boxeur. OK? Bon, Claggett, Sismundo, ça se ressemble. C'est des boxeurs qui vont par en avant. Au même titre que Jimenez, c'est un boxeur qui va par en avant. C'est des boxeurs qui aiment échanger au moment où toi tu attaques, eux attaquent aussi en même temps. C'est même plus de la contre-attaque. C'est vraiment là, on se plante les pieds puis on s'attaque les deux ensemble. J'aimerais ça, moi, voir un boxeur mobile. Tu sais, un boxeur qui rentre. Un boxeur plutôt style olympique contre Mathieu, voir comment est-ce qu'il va se débrouiller avec ce type de boxeur-là. Dans un petit ou dans un grand ring, ça ne me dérangerait pas. Mais j'ai hâte de voir un nouveau style d'adversaire à Mathieu. Il y a tout un potentiel. Et j'aimerais ça qu'on commence à varier un peu les styles. Parce que plus on va monter dans les classements, que là, Mathieu est rendu classé BoxRec 27e. Donc, en avant de lui, là, ça commence à être assez fort. Là. Donc, on peut se tenir encore là, entre 50 et 20 dans un classement, si vous suivez sur BoxRec. Jimenez est 48, si je me souviens bien. Aujourd'hui, il était un petit peu plus en avant que ça hier. Mais donc, vous voyez là où ce que j'aimerais avoir, puis qu'on trouve des boxeurs là-dedans qui ressemblent un peu plus à un style de l'élite. Des boxeurs in and out à 140 livres. La finale de la soirée. Eric Bazignan contre Francis Ngannou. Alléluia, j'adore ces combats-là, les combats locaux. Ça a été, tant qu'à moi, un premier défi de taille à Eric Bazignan et il l'a relevé haut la main. Mais dans les 4 premiers rounds, tant qu'à moi, ça a été partagé. Je suivais ça avec des amis auxquels on chattait. On était plusieurs à le regarder, plusieurs qui donnaient nos scores en même temps. Après 4 rounds, on avait du 3-1 pour Bazignan, on avait du 2-2. Majoritairement, on était 2-2, donc on avait un combat égal. En début de combat, on a bien vu que Eric était nerveux.
avait plusieurs tics, bougeait beaucoup, il n'était pas tout à fait en contrôle et Francie en a profité. Le jab de Francie a fonctionné round 1, presque tout le round 2. Après ça, il a perdu son jab. On aurait juré que l'incisif qu'il faisait, il l'avait perdu. Et on a vu aussi Eric évoluer de round en round jusqu'au 4e round. Au 4e round, Eric a connecté Francie. On a vu, mon ami Danny Del Vecchio a souligné ça, le calme et la patience de Eric Bazignan après avoir solidement atteint 2, 3, puis peut-être même 4 coups de puissance auquel à un moment donné il restait 45 secondes au round, dans les environs de 45 secondes, il a ébranlé Francie. Pour une deuxième fois dans le même round, Francie a plié les genoux. Eric a pris ça calmement, a pas sauté dessus, a pris son temps, a usé de patience, a laissé Francie Ntetu revenir au banc, à son coin. Et au 5e, lorsqu'il l'a connecté, là, il a achevé le travail. Il a jugé que c'était le temps d'achever sa proie. C'est ce qu'il a réussi à faire, c'est ce qu'il nous a démontré hier. Moi, j'ai adoré sa patience et son calme. J'en avais parlé dans ma capsule avant. Est-ce que la nervosité va rester longtemps? On le savait que Francie pouvait être calme. Mais est-ce que Eric, étant donné qu'il avait ce défi-là devant lui, cette pression-là, il faisait face à un boxeur local, il devait établir son paramètre, faire son territoire, comme on dit, dire que c'est moi qui est le boss ici, et il l'a fait, à 168 livres. Donc, on a des belles choses qui s'en viennent pour Eric Bazignan. Eyes of the Tiger vont sûrement continuer à le challenger. Il le mérite. Il est en train de se classer, se faire un nom. Moi, j'ai adoré ce qu'on a vu hier. Côté de Francie. OK? Francie Ntetu, hier, bon, disons qu'ici au Québec, on est vite pour sonner à la cloche pour dire que prends ta retraite. Moi, je considère que Francie est capable encore de faire des bons combats. Avec classe, hier, après le combat, a félicité Eric Bazignan. Mais Francie n'est pas mort. À 36 ans, peut encore livrer des guerres. Ça va être difficile. Les entraînements, la motivation sera peut-être pas la même. Mais je suis, d'après moi, Francie, avant d'accepter contre Bazignan, devait savoir qu'il ne sera jamais champion du monde. Donc, si on a cette lucidité-là dans son coin, dans son équipe, on est capable de continuer d'être aussi lucide et de faire d'autres combats. À 168 livres ou à 175 livres, OK? On a des boxeurs ici, tu as Shackle Finn. Francie, là, il est libre comme l'air. Il n'appartient pas à Eyes of the Tiger. Là, OK? Fait qu'il peut aller se battre avec des gars comme Shackle Finn. Il y a Vincent Thibault, avec qui il pourra faire un très bon combat ici. En Nouvelle-Écosse, Brody Blair. C'est un ancien champion canadien. C'est un gars qui est en montée. Ça peut être un opposant aussi. On a Terry Ozias ici aussi, qui est un Québécois à 175 livres, qui peut relever le défi avec Francie Ntetu. On peut voir à un moment donné, Francie il peut devenir, pas un faire-valoir, un boxeur baromètre. Si on a la lucidité de savoir qu'on ne sera jamais champion du monde et qu'on a encore le cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire l'envie de boxer encore, on a de la place pour Francie Ntetu sur nos cartes ici au Québec. Pas obligé d'aller boxer à l'autre bout du monde. Ça peut être au Canada quelque part, mais on peut avoir Francie à l'œuvre, soit sur nos écrans ou live dans des spectacles ici au Québec. Moi, je dis que ce gars-là, il est capable de nous donner encore de la bonne boxe. Je veux revenir une petite affaire sur Eric Bazignan. Il y a un combat qui pourrait être intéressant. OK? Ryan Ford
C'est un boxeur canadien qui pourrait être un prochain combat. Tant qu'à régler le cas au Canada, là, on pourrait régler le cas de Ryan Ford. C'est un autre boxeur de 36 ans qui a affronté dans ses 3-4 derniers combats des Russes. Ford, il était comme... il avait... il boxait ici souvent au Canada. C'est un gars de l'Ouest canadien. Et dans les 3-4 derniers combats, il les a fait en Russie. Si on ne va pas chercher Ford, j'aimerais ça qu'on puisse voir du côté de la Russie de ramener les boxeurs qui ont fait l'opposition, qui se sont battus avec Ryan Ford dans un délai raisonnable d'ici peut-être un an, voir Bazinian contre ces boxeurs-là. Ça nous donnerait encore là une bonne idée où ce que Eric est situé sur l'échiquier mondial. Si on va du côté de la Russie ou on fait le ménage complet au Canada puis on règle ça. Donc, c'était mon résumé du gala d'hier. Je vais faire un dernier petit point. Dans les derniers temps, on a vu Custio Clayton tomber aspirant numéro 1 à la ceinture de Crawford, de Terence Crawford, qui se battait hier face à Benavidez. On règle tout ça tout de suite, là. On n'est pas dans la même classe pantoute, là. On reste ses bancs d'école avant de se retrouver, aller rencontrer Crawford. C'est une machine de boxe. C'est actuellement le boxeur numéro 1 au monde. On a d'autres excellents boxeurs sur la planète. Lomachenko, Joshua, Wilder, name it. Là, il y en a un paquet là, qui pourrait se retrouver en opposition à Crawford concernant le pound per pound, le livre pour livre au monde. Mais avec la démonstration que Crawford nous a fait hier, je m'excuse, mais Custio Clayton n'a pas d'affaires sur le même ring, pas au moment où on se parle, on a encore des croûtes à manger. Donc, voici ce qui était ma 5e capsule. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je reviens probablement cette semaine avec le gala qui s'en vient au Casino de Montréal, encore avec Jim, ce coup-là. Leur carte, on va en jaser et aussi je vais tenter d'avoir une rencontre avec des dirigeants de la Fédération québécoise de boxe olympique pour nous parler des gants dorés ainsi que des qualifications pour les Jeux du Canada. Donc, restez à l'écoute, gardez le punch, on se reparle bientôt. I believe Terrence lands an uppercut, a right uppercut, a punch he never threw the whole fight. Short uppercut. Then he follows up to finish him with a right hook. Benavidez was hurt, still hurt from that first knockdown. And Terrence Crawford with a big grin right there, saying, yes, I told you so. Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec.